Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode consacré aux pionnières du spiritisme, les sœurs Fox. Alors les sœurs Fox, il y a Margaretha, qu'on appelait aussi Maggie, née en 1836, Kate, née en 1838, et Léa, née en 1814, sont souvent considérées comme les pionnières du spiritisme moderne. Leur histoire, elle est fascinante, ça mêle le mystère, les intrigues, mais aussi des controverses. Mais ce qu'on ne peut pas du tout nier, c'est l'impact en fait qu'elles ont eu sur le spiritisme et le spiritualisme. Donc, je vous propose de voir ça ensemble. On abordera leur enfance, leur éducation, les débuts du spiritisme, comment est-ce qu'effectivement elles ont réussi à faire contact. On parlera de leur notoriété croissante, également de l'expansion du spiritisme, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et on parlera également des controverses qui sont liées aux sœurs Fox. Et puis on parlera aussi de leur fin qui est, on va dire, un peu plus tragique. Donc je vous propose de plonger sans attendre dans l'univers des sœurs Fox, et afin de les connaître un petit peu mieux. Alors ce qu'on sait de leur enfance, c'est assez réduit finalement. Alors on sait qu'elles ont grandi dans une famille modeste, du côté d'Hydesville, dans l'état de New York aux États-Unis, au début du 19e siècle. Alors les sœurs Fox, celles dont on parle, sont 3 filles, nées de parents nommés John et Margaret Fox. Leur père, John, est pasteur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont originaires d'une famille de 7 enfants au total. Et Hydesville était une petite communauté très rurale de l'époque. Alors Hydesville est située dans le comté de Wayne, dans l'ouest de l'état de New York. Et la région est principalement agricole, avec une population qui est relativement petite et qui a un mode de vie très rural, traditionnel on va dire. Au niveau de leur éducation et de leur environnement familial, les détails précis sur l'éducation à l'enfance des sœurs Fox sont limités. Alors on sait qu'elles ont grandi dans un environnement familial qui est stable et aimant. Comme beaucoup d'enfants de leur époque, elles ont probablement reçu une éducation de base, c'est-à-dire axée sur la lecture, l'écriture et les compétences domestiques pour les filles. Alors, comment elles sont entrées dans le spiritisme de plein fouet? Donc à cette époque, ce qu'on sait, c'est que Margaretha, donc Maggie, qui avait alors 14 ans, et sa sœur cadette Catherine, qu'on surnommait Kate, elle qui avait 11 ans, vivaient avec leur famille dans une toute petite maison modeste. Et c'est là qu'ont commencé des événements étranges. Donc le 31 mars 1848, les sœurs Fox ont affirmé avoir entendu des coups mystérieux dans leur maison, provenant des murs et des meubles. Alors ces coups semblaient répondre à des questions posées par les filles. Intriguées et à la fois un peu effrayées, elles ont commencé à interagir avec ce phénomène de plus en plus, en posant des questions et en recevant des réponses sous forme de séries de coups. Donc c'est un véritable langage codé qui est rapidement mis en place et qui est devenu leur principal moyen de communication avec ce qu'elles croyaient en fait être un esprit. Alors ces coups, on les surnommait les coups de spiritisme. Elles semblaient répondre à leurs questions posées par les sœurs et constituaient en fait un véritable langage codé, donc avec sous forme de questions-réponses. Les nouvelles de cet événement inhabituel se sont rapidement répandues dans la petite communauté locale, et même au-delà. Parce qu'on a des foules de personnes qui vont commencer à affluer vers la maison des sœurs Fox, qui était une petite ferme, pour assister à des démonstrations de ce phénomène. Et bientôt, elles ont été catapultées sous les projecteurs de l'attention nationale et internationale, donc on va voir ça un peu plus en détail tout à l'heure. Alors ce qu'on sait, c'est qu'entre 1849 et 1850, les sœurs Fox commencent à faire des démonstrations publiques lors de séances payantes. Et ces événements, c'est vraiment eux qui ont permis de catapulter les filles sous les feux de la rampe, et les ont transformées vraiment en figure centrale du spiritisme moderne. Alors l'histoire des sœurs Fox, ça a très rapidement en fait pris dans l'imagination du public. C'est devenu un vrai phénomène sensationnel à travers les États-Unis. Il y a des foules de personnes qui affluaient vers Hydesville pour assister à des séances, qui cherchaient à communiquer avec leurs proches décédés ou à voir et être témoins de ces phénomènes surnaturels. Le 18 avril 1886, il y a même un article de New York Times qui titre The Rochester Rappings, donc The Fox Sisters and the Beginning of Spiritualism. Donc c'est vraiment ce qui les présente comme le fondatrice du spiritisme. Alors, le deuxième événement important, c'est la rencontre avec le couple de Monsieur et Madame Post, qui leur loue carrément une grande salle de spectacle, qui leur permet de se produire en public devant 400 personnes. Et là, on est en 1848 et la mayonnaise prend, si on peut dire. Donc les représentations restent encore toujours très simples à cette époque.
une question est posée, une réponse est donnée par des coups qui sont traduites via les sœurs Fox. En 1852, les sœurs Fox se sont rendues même à Londres, en Angleterre, du coup, elles ont fait démonstration de séances de spiritisme qui ont attiré l'attention d'un public britannique. Et leur arrivée a suscité un vif intérêt et a contribué à populariser le mouvement du spiritisme en Europe. Après leur succès à Londres, elles ont entrepris une tournée à travers l'Europe, donc visitant des villes comme Paris, Genève ou encore Rome. Et leur tournée a attiré des foules de personnes qui sont curieuses de voir leurs démonstrations et de voir comment elles pouvaient communiquer avec les esprits. Alors, qui dit spiritisme en France dans les années 1850-1860, on pense tout de suite à Allan Kardec, qui est le père du mouvement spirit moderne en France. Cela dit, il n'y a pas de preuves, pas de témoignages ou même de courriers qui démontraient des relations directes entre les sœurs Fox, ni même, il n'y avait même pas de relations écrites entre eux en fait. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que leur histoire a contribué certainement à façonner le travail d'Allan Kardec et effectivement a dû quand même renforcer ses convictions qu'il y avait bien effectivement un au-delà. Alors, à partir de ce moment-là, dans les années 1850, on est dans une phase d'expansion du spiritisme. Donc leur popularité effectivement va croissante, puisque du coup c'est non seulement on parle de développement du spiritisme, mais également de développement du mouvement spiritualiste dans l'Amérique et en Europe. Donc le spiritualisme, lui, c'est un petit peu différent, c'est un concept qui est plus large, qui englobe une variété de croyances et de pratiques qui sont centrées sur la spiritualité et la vie après la mort. Donc on est à la limite des mouvements religieux. Le spiritisme, lui, va se concentrer plus spécifiquement sur la communication avec les esprits. Le spiritualisme, lui, peut inclure des croyances dans des concepts tels que un esprit universel ou divin, la réincarnation, la méditation pour atteindre des états de conscience supérieurs et d'autres formes de contact avec le divin ou le transcendant. Donc le spiritualisme, on peut dire également qu'il est capable d'inclure des croyances de type religieuse ou des pratiques de guérison. Donc on a un certain mouvement effectivement d'église spiritualiste qui se développe à cette époque-là. C'est un peu comme, on va dire, une pratique alternative de la religion. Donc des sociétés spirituelles sont également fondées dans ces moments-là et des séances de spiritisme ont été organisées, des médiums ont émergé, affirmant avoir la capacité de communiquer avec les esprits. Donc le spiritualisme est devenu un mouvement social et culturel très important qui remettait un peu en question les croyances religieuses de l'époque traditionnelles et qui explore, on va dire, une nouvelle dimension de la spiritualité avec la possibilité d'un au-delà et d'une vie après la mort. Donc à cette époque-là, une fois qu'elles sont revenues de leur tournée européenne, et là on voit un véritable attrait des célébrités pour le spiritisme. Donc on est dans toute l'époque effectivement où tous les grands écrivains, les grands auteurs vont vraiment se prendre de passion pour la question de la vie après la mort. Donc elles ont attiré du coup beaucoup de personnes célèbres en raison des manifestations présumées qu'elles arrivaient à provoquer, et en voici quelques témoins célèbres qui ont assisté à des démonstrations. On a Horace Greeley. Alors Horace Greeley, c'est un des jeunes l'éditeur du journal et un homme politique américain du 19e siècle qui était surtout connu pour avoir fondé The New York Tribune, donc un journal. Lui a assisté à des séances de spiritisme avec les sœurs Fox. Il a été très impressionné par ce qu'il a vu et il a effectivement contribué à attirer une grande attention sur elle en publiant régulièrement des articles effectivement dans son journal. On a James Fenimore Cooper, donc lui c'est un écrivain américain qui est surtout connu pour le dernier des Mohicans. Donc on se souvient tous du film avec Daniel Day-Lewis. Il est également témoin des séances de spiritisme avec les sœurs Fox. Il a exprimé son intérêt effectivement pour tous ces phénomènes mystérieux qu'il a observés, ce qui effectivement leur a donné une certaine légitimité certainement. William Cullen Bryant, lui c'est un poète et un écrivain américain qui était très influent à l'époque. Il est connu pour des grands poèmes romantiques et son engagement politique. Donc lui il a assisté également à des séances, il était tout à fait intrigué par leurs démonstrations. Et on a d'autres personnalités qui ont un petit peu, on va dire, donné du crédit à ce qu'elles proposaient. Ça leur a permis vraiment de dépasser les frontières locales et d'attirer l'attention internationale et de populariser le spiritisme. Alors, peu à peu, elles deviennent des stars internationales. Le petit souci, c'est que Léa, du coup, est mise de côté petit à petit par Maggie et Kate, qui sont, elles, invitées en Europe.
Maggie se rend en Europe, y rencontre son mari, un brillant avocat adepte du spiritisme. Elle laisse sa sœur repartir seule de l'autre côté de l'Atlantique et puis elle reste avec elle en France et elle arrête sa carrière nette. Donc de ce côté, Kate continue ses performances en public sous forme de séances privées et maintenant utilise ce qu'on appelle de l'écriture intuitive. Donc il existe là des rapports et des témoignages suggérant que Kate Fox, tout comme sa sœur Maggie, aurait pratiqué l'écriture intuitive ou écriture automatique lors de séances de spiritisme. Donc c'est une pratique qui est associée au spiritisme dans laquelle une personne laisse son esprit s'ouvrir à des influences extérieures, souvent qui peuvent être des esprits, et qui leur laisse effectivement écrire ce qui lui vient à l'esprit de manière spontanée, sans aucun filtre. Pendant ces séances, Kate aurait prétendument agi comme une médium, c'est-à-dire qu'elle a permis à des esprits de communiquer à travers elle en écrivant des messages automatiques. Ces messages étaient souvent interprétés comme des communications de l'au-delà. Elles étaient parfois utilisées pour fournir des conseils, par exemple, des prédictions, ou donner des messages de réconfort à des participants de la séance. Elle est même décrite comme arrivant à matérialiser le corps de certains défunts, donc c'est ce qu'on appelait à l'époque l'ectoplasme. Donc c'est une substance qui est plutôt visqueuse, semi-transparente, un peu blanchâtre, qui est supposée être émise par un médium lors des séances de spiritisme et qui est censée servir de moyen de communication avec l'esprit et qui est supposée traduire la matérialisation de ce dernier. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, ressortez de notre ami Google les vieilles photos de spiritisme fin 19e, début 20e, et vous aurez de jolis exemples d'ectoplasme, de genre de substances blanchâtres qui sortaient des oreilles, des nez ou de la bouche des médiums. C'était tout à fait, on va dire, à la mode. Quelque chose qui a totalement disparu de nos jours. Donc il existe des rapports, effectivement des témoignages qui suggèrent qu'elle aurait participé à ces séances et que des matérialisations auraient été observées de sa part. Alors ce qu'on peut dire sur son influence sur le mouvement spirituel européen, c'est que l'impact des sœurs Fox en Europe s'est étendu bien au-delà finalement de leur petite séance de spiritisme tranquille dans leur coin d'Hightsville. Leur visite a vraiment inspiré plein de gens à créer des centres spirituels, à organiser des cercles de médiums, à organiser des séances collectives à travers tout le continent. Et ça a vraiment servi effectivement à l'essor du mouvement spirituel européen. Le petit souci, c'est qu'effectivement, il y a eu des controverses, bien sûr. Donc là, alors que la notoriété des sœurs Fox est vraiment au plus haut, elle a été entachée par plusieurs controverses. Alors, il y a toujours des sceptiques, effectivement, qui ont accusé les sœurs Fox de fraude, bien sûr, qui affirmaient qu'elles produisaient les coups de spiritisme elles-mêmes, ou qu'elles utilisaient des astuces pour tromper le public. Alors, malgré ces critiques, de nombreux partisans ont soutenu la véracité des phénomènes observés lors des séances de Fox, donc c'est effectivement, on va dire, une parole contre l'autre. Il y a un tournant qui s'opère en 1876, puisque le mari de Maggie décède, elle décide de revenir aux États-Unis. Donc juste à cette époque-là, il y a un certain membre de l'université de Pennsylvanie qui mène une enquête sur les médiums en général. Donc Margaret, du coup, comme elle est de retour, est invitée à y participer, et comme elle veut absolument reprendre le boulot, elle ne peut pas y résister, donc comme elle est absolument avide de recommencer, de refaire des séances et de réengager certainement de recevoir de l'argent, elle décide d'y aller. Les conclusions de l'étude sont dramatiques pour elle, c'est-à-dire que là, les conclusions sont unanimes, les mouvements oculaires sont volontaires, le médium est conscient de ses actes. C'est tout simple, effectivement, là on conclut qu'elle sait tout à fait ce qu'elle fait et que c'est de la fraude et que c'est tout. Donc ça va mal pour les sœurs Fox, si on peut dire. Donc il y a un journaliste qui saute sur l'opportunité et décide de proposer $1 500, donc qui est quand même une grosse somme pour l'époque, afin que les frangines révèlent et montrent leur supercherie au grand public. Donc en 1888, Maggie a déjà 52 ans, elle a besoin de liquidité parce qu'elle est dans les besoins, elle raconte comment tout a commencé en voulant simplement faire peur à sa mère, en fait. Donc la tactique était simple. Elle avait accroché une pomme à un bout de ficelle qu'elle pouvait faire tomber de son lit sans que personne ne s'en rende compte. Kate ensuite a découvert qu'à son tour, elle pouvait faire des craquements d'os en faisant craquer ses ses plantes de pied, et que ça émettait des bruits sourds, et que du coup, il n'y avait plus qu'à créer le code finalement.
L'année suivante, Maggie tente de récuser sa confession, mais leur réputation est définitivement ruinée. Donc elle meurt quelques années après. Margaret et Kate vivent alors dans une grande pauvreté. Mais heureusement, le spiritualisme continue à avoir des adeptes, comme si la confession n'avait jamais eu lieu. Donc là, on va parler un petit peu de la fin tragique du coup des Sœurs Fox. Donc la vie des Sœurs Fox a été marquée par des hauts et des bas, certainement. Hein. Elles ont connu des périodes de grand succès, de prospérité, mais aussi des moments de tragédie et de désillusion complète. Elles ont connu des destins tragiques qui sont à la limite du romanesque, en fait. Hein. Donc un petit aperçu de leur fin de vie. Donc pour ce qui est de Margaret, donc Maggie Fox, elle est décédée en 1893 à l'âge de 59 ans. Donc après avoir quitté le monde du spiritisme, elle avait rencontré des difficultés qui sont personnelles et financières. Elle a également été impliquée dans des scandales et des controverses liées à ses déclarations publiques sur les pratiques frauduleuses dans le monde du spiritisme. Donc, ce qui a provoqué en fait une réaction mitigée parmi ses anciens partisans, mais ils se sont demandé s'ils ne se sont pas fait avoir. Donc Kate Fox, elle a vécu une vie qui était finalement encore plus tragique, parce qu'après avoir quitté le monde du spiritisme, elle a connu des grosses difficultés financières et des problèmes de santé mentale. Donc elle a vécu dans la pauvreté, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises pour des séjours psychiatriques, hein, et elle est décédée en 1892 à l'âge de 55 ans, dans des circonstances tragiques. Hein, elle est retrouvée morte dans son appartement à New York, mais on n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé. Pour ce qui est de la troisième sœur, donc Lea Fox, alors ça c'est un petit peu compliqué puisque Lea Fox, certaines sources disent que c'est leur sœur plus âgée, certaines autres sources vous disent que c'est un membre de la famille qu'elle n'a jamais fait de spiritisme. Donc finalement on ne sait pas trop si elle en faisait partie et on n'a pas vraiment de renseignements sur sa fin de vie en fait. Malgré tout ça, si on peut effectivement réfléchir à l'héritage et à l'influence des sœurs Fox, on ne peut pas nier qu'effectivement elles ont ouvert une porte quelque part et que ça a créé un véritable engouement, un effet boule de neige et que de là est parti un véritable mouvement. Donc c'est vrai que leur histoire est quand même entourée de mystères et de controverses, mais ils ont laissé quand même un héritage durable dans le monde du spiritisme et au-delà. Alors influence, ça se fait toujours sentir aujourd'hui dans les mouvements spirituels contemporains. Et leur histoire continue d'aspirer des études académiques, des œuvres artistiques, des films par exemple, mais aussi des débats philosophiques sur la réalité, sur la conscience et sur la perpétuation de la conscience. En ce qui concerne l'ancienne demeure des Fox, donc à Hydesville, certaines sources nous apprennent qu'un cadavre fut bien retrouvé en 1904 sous la maison, donc un cadavre qui n'a jamais finalement été identifié. Donc quand les filles effectivement disaient entendre les coups d'un esprit masculin qui vivait dans leur maison, voilà, est-ce qu'elles avaient tout à fait, est-ce qu'elles mentaient ou est-ce que c'était la réalité, hein, est-ce que ce ne serait pas finalement le mystérieux homme des premiers contacts qu'ils ont eus qui voulait absolument se faire connaître. Alors en ce qui concerne la théorie sur la vraisemblance du phénomène du spiritisme observé par les sœurs Fox, si on admet effectivement que c'était une fraude de leur part, là, ce qui serait la théorie numéro 1, on peut dire que la deuxième théorie serait carrément effectivement, on va dire, de l'auto-persuasion. C'est-à-dire que ce n'est pas une fraude qui est volontaire, elles se sont auto-persuadées que ce phénomène existait et qu'elles sont réellement capables de communiquer avec les défunts. Donc l'auto-persuasion, c'est ce qu'on appelle aussi l'autosuggestion. Donc ça fait référence à un processus mental par lequel une personne se convainc elle-même de croire en quelque chose ou adopte un comportement, souvent en l'absence de preuves tangibles ou de raisonnement logique. Donc dans le contexte du spiritisme et des séances de médiumnité, l'auto-persuasion pourrait être utilisée pour expliquer comment une personne peut se convaincre elle-même d'être capable de communiquer avec les défunts, même si cette communication n'est pas réellement établie. Donc dans les cas des sœurs Fox, certains sceptiques et critiques avaient avancé effectivement l'idée que les phénomènes qu'elles ont présentés lors des séances de spiritisme étaient de l'ordre de l'auto-persuasion. C'est-à-dire qu'ils ont suggéré que les sœurs Fox pouvaient inconsciemment produire les coups mystérieux qu'elles ont prétendument entendus et que du coup elles pouvaient interpréter de manière erronée des bruits naturels ou des mouvements dans leur environnement comme des signes surnaturels.
Alors l'auto-persuasion, c'est un concept, on va dire, qui reste quand même très complexe et très controversé. Sous son rôle dans les phénomènes paranormaux ou spirituels est souvent débattu. Certains soutiennent que l'auto-persuasion peut expliquer de nombreux cas de poltergeist, par exemple, tandis que d'autres vont plutôt affirmer que cela ne rend pas compte de toutes les expériences vécues par tous les individus. Non, surtout quand ces individus sont plusieurs, on peut s'auto-persuader seul. C'est quand même compliqué s'auto-persuader à trois d'avoir entendu exactement la même chose au même moment. Voilà, je laisse la porte ouverte. Chacun réfléchira si l'auto-persuasion est une théorie plausible ou pas. La troisième possibilité, c'est que ça pourrait être une fraude en collaboration avec des complices. Donc là, il a carrément été suggéré par que les Sir Fox pouvaient avoir collaboré avec des complices pour tromper leur public. Donc des complices qui se mouvraient autour, mais également à l'intérieur du public. Certains ont affirmé que des personnes pourraient être cachées dans la pièce. Et c'est elles qui pourraient être tout simplement responsables de la production des coups mystérieux et d'autres phénomènes prétendument surnaturels. Tandis que les sœurs elles-mêmes faisaient semblant d'être des médiums. Donc, profitant notamment de la pénombre, parce qu'il faut bien dire que ces séances en général sont organisées effectivement dans une pénombre, on va dire très pratique pour ça, dans une ambiance très feutrée, éclairée juste par quelques bougies. Donc ça laisse la possibilité effectivement de tirer des ficelles, de faire des coups, de ne pas savoir exactement d'où viennent les bruits. Donc là encore, je vous laisse libre effectivement de réfléchir. Est-ce que vrai pouvoir des Sir Fox ? Est-ce que c'est une fraude volontaire de leur part ? Est-ce que c'est de l'auto-persuasion ? Est-ce que finalement ils ont utilisé, c'est une escroquerie avec des complices ? Ou est-ce qu'effectivement elles avaient de vrais pouvoirs et se sont fait dépasser finalement par ça et par le côté, on va dire, fiduciaire et commercial de la manœuvre ? Donc je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que les Sir Fox ont joué un rôle central dans l'émergence du spiritualisme et du spiritisme moderne. Leur histoire, elle est captivante quand même, effectivement, comme on peut passer de fille de fermier destinée à une petite vie de femme au foyer à star du spiritisme. Et ça a certainement été marqué par des phénomènes surnaturels. Il y a eu des controverses, on a également eu des rebondissements tragiques. Donc j'espère effectivement avoir, avec vous, soulevé un petit peu le voile sur cette question, vous avoir appris des choses sur les Sir Fox, sur comment le spiritisme a été lancé. Je vous retrouve avec plaisir une autre fois et n'oubliez pas de prendre soin de vous.